Come to me. Come to me. Hear my call. Come to me. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mickaël qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format un peu différent de l'accoutumée. Aujourd'hui, avec David, ici présent. Bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend quand vous écoutez. Voilà, on vient de se faire Nosferatu de Robert Eggers au cinéma. Et on avait juste envie de vous partager notre avis sur le film à chaud. Et on va appeler ça la critique sauvage, parce qu'on va garder quand même comment dire, le champ lexical Le Lord Sauvage, de voilà. la horde sauvage, voilà. Et puis pourquoi attendre plus longtemps si on peut pas, on va rentrer dans le dur là Bah oui, oui, directement, oui, oui, oui. dans le Bon, dur. rassurez-vous, on fera sûrement moins long que nos émissions habituelles. Voilà. Bon, déjà, on n'est que deux, et puis bon, on va parler que d'un seul film. Mais quel film? Voilà, exactement. Bah, on est sorti un petit peu de cette séance plutôt d'accord tous les deux. Pour le coup, vous entendrez qu'un seul et même, enfin, il y aura deux avis, mais ils iront un peu dans le même sens. On ira un peu, voilà. Donc, Nosferatu de Robert Eggers, qui est sorti ce 25 décembre. Oui, 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 date un Et peu curieuse, ouais, effectivement. curieuse, surtout pour le film qu'on qu'on vient de voir, Oui. surtout. Donc, c'est quand même le quatrième long métrage de Robert Eggers, cet ovni du cinéma contemporain, si je puis me permettre. Hum. Je sais toujours pas comment ce mec peut réussir à avoir de la thune pour faire ses films et que ses films marchent plutôt parce que s'il en enchaîne c'est que ça marche et d'ailleurs ce Northman non pas du coup Northman Alors, The Northman, c'était son troisième voilà film, son précédent. mais Nosferatu marche plutôt bien parce que là à l'heure actuelle on enregistre l'émission le 24 janvier et on est quand même sur une recette qui avoisine les 155 millions de dollars pour un budget total de 50 millions sans compter certainement tout ce qui est publicitaire, mais en tout cas, il fait de l'argent. Donc c'est plutôt cool. Et puis pour tout ce qui est notre avis, je vais d'abord lancer David. Alors toi, David, t'as apprécié ce film, toi? Ouais, je vais apprécier. Mais alors avant, on va faire, on l'oublie hein, parfois, le point pitch. Ah oui, le fameux. Bon, alors même si, alors rappelons quand même que donc le film de Robert Eggers, Nosferatu, est un remake. On y reviendra certainement en développant, mais voilà, ça reprend quand même énormément le film de Murnau de 1922, titré Nosferatu également. Rappelons qu'il y avait eu un Nosferatu intermédiaire tourné par Werner Herzog avec Isabelle Adjani et puis Klaus Kinski, hein, qui lui-même était d'ailleurs une reprise du Murnau. Sachant que tout ça, l'origine de tout ça, c'est quoi? C'est le roman de Bram Stoker, Dracula. Voilà, sorti alors, de mémoire, j'espère que je dis pas de bêtises, en 1897. Voilà. Donc le film d'Eggers a pour base à la fois le roman, il le dit bien dans le générique de fin, dans les crédits, c'est à la fois une inspiration du roman d'origine et puis du film de Murnau. Alors donc le pitch, alors on va essayer de pas trop spoiler. On s'est dit que comme le film était Ouais. récent, on va pas trop jouer. On dévoilera peut-être au détour de quelques petites séquences des choses par-ci par-là. On va essayer de pas dévoiler la fin. On va être prudent. Voilà. C'est évidemment mieux d'écouter cette petite rubrique. Si vous avez vu le film, c'est quand même mieux. Même si la fin, bon, tout le monde la connaît à peu près. Si vous avez lu le C'est bouquin ça. de Stoker, même si vous avez vu le Dracula de Coppola. Oui, oui, oui. Alors même si les fins diffèrent d'un Ouais. film à l'autre, hein, alors la fin du Eggers est assez proche du film de Murnau, de celui j'allais dire de Kinski, de Werner Herzog. Voilà, on est un peu plus éloigné du Dracula de Coppola, qui lui était une adaptation vraiment qui revenait à la source du roman. Donc le point de départ, on a un couple interprété donc par Lily Rose Depp et Nicolas Hoult. Un petit couple assez charmant. Lui travaille dans un petit office où on vend des biens, en l'occurrence plutôt des maisons. Et il va être missionné par son patron, alors qui est un peu présenté dès le départ comme un personnage un petit peu loufoque, pour pas dire plus. Il va être missionné pour partir dans les Carpates pour faire signer un acte de vente à un mystérieux personnage dont au départ nous n'avons d'ailleurs pas le nom.
Il va donc partir. Alors, il part assez loin, ce qui ne rassure pas d'ailleurs sa chère et tendre. Voilà, elle Oui. va même tout faire d'ailleurs pour le retenir. Et le film d'Eggers insiste bien là-dessus d'ailleurs. Et puis, donc, on va suivre le périple de ce personnage jusqu'à son arrivée dans ce château reculé qui va renfermer une créature assez terrifiante, comme on pourra le voir dans la suite du film. Et qui va changer leur vie. Voilà. Voilà. On va arrêter là pour le pitch. Peut-être qu'on reviendra évidemment sur des petits éléments au fur et à mesure du développement de nos avis. Alors, Ouais. Mika, donc, bah, qu'as-tu pensé, Mika, de ce film? Bah, je me le suis pris en pleine tronche, figure-toi. Parce que déjà d'un point de vue visuel, on est quand même habitué avec toutes les réalisations de Robert Eggers. Eggers, je vais y arriver, il est tard, de Robert Eggers, bah, c'est quand même vachement bien léché. Il y a une ambiance qui se dégage de tous ces films, que ça soit The Witch, The Lighthouse, qui était une expérience étonnante au cinéma, The Northman ou encore ce Nosferatu, parce que oui, ce Nosferatu est vraiment très 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 beau. Il y a beaucoup de plans où en fait c'est des tableaux. En fait, j'ai l'impression qu'il compose ses plans comme un artiste qui pourrait composer ses tableaux. Notamment, je pense, on en a causé dans la voiture parce que voilà, mais de ce plan d'arrivée de charrette, Oui, de la calèche là, qui vient chercher du le fiacre, personnage du en fiacre, ouais. forêt. Ouais. Voilà, c'est super beau. Et puis l'ambiance sonore est vraiment aussi très. Enfin, l'ambiance sonore arrive à s'imprégner de l'ambiance visuelle et vice versa, et ça donne un cercle virtueux qui fait que bah on en prend plein la gueule. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi là-dessus. Alors moi je savais à quoi m'attendre visuellement. S'il y a bien un point sur lequel j'avais pas d'inquiétude, c'était l'esthétique du film. Et Gers, effectivement, signe des films extrêmement beaux, hein. Moi, j'avais vu The Witch pas longtemps après sa sortie en Blu-ray à l'époque, et je m'étais dit, putain, ce gars-là, il y a quelque chose. Il y a une approche quand même assez intéressante. Et d'ailleurs, il faut noter quand même que depuis son premier film, Eggers, il revisite un petit peu le bestiaire fantastique de l'histoire du monde. Ouais. On a eu droit aux sorcières donc, dans The Witch. Les Alors, sirènes, The Lighthouse. il aborde effectivement les sirènes, tout à fait. Alors même si c'est un petit peu C'est plus, cryptique, ouais. c'est plus crypté, voilà, effectivement. Et C'est là, Lovecraftien, si euh, je puis me permettre. voilà, il y a des clins d'œil à Lovecraft effectivement dans son Lighthouse, qui n'est pas simple, qui reste Mm. quand même son film le plus compliqué à mon avis dans l'absolu. Et puis alors, bah, avec ce Nosferatu, bah, il se frotte évidemment au mythe du vampire. Et puis alors, quel mythe du vampire, puisqu'il reprend le plus connu de tous, Nosferatu étant évidemment Dracula. Dracula. Alors, signalons que le directeur de la photo, alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Jarin Blaschke. Alors, Jarin, Jarin, c'est peut-être Yarin, je ne sais pas. Mm. Jarin Blaschke est un fidèle de Robert Eggers puisqu'il a fait la photo de ses 4 films. Alors, le gars est vraiment pas manchot, hein. Il y a une esthétique absolument dingue. Les scènes de nuit, alors, on avait déjà ça dans The Northman. The Lighthouse était en noir et blanc, donc c'est moins évident de se rendre compte. Mais on avait déjà ce rendu de séquences nocturnes. On n'est pas vraiment dans du bleu, on n'est pas dans du gris, c'est pas du noir et blanc, encore qu'on s'en rapproche C'est quand même du noir et blanc furieusement. bleuté. Ouais, voilà, c'est un dosage très étrange de la colorimétrie, et ça donne des plans d'une beauté, mais alors sidérante. Vraiment, ces scènes nocturnes sont sublimes. Moi, j'ai notamment cette espèce de plan où le fiacre arrive dans les Carpates et on voit le château au loin. Oui, ah bah oui, c'est Ce magnifique. plan Oui, est oui, magnifique. oui. Et c'est là où on peut voir tout ce côté noir et blanc bleuté, Mm. un peu désaturé, mais pas trop, puisqu'on injecte un peu de bleu. Donc, ouais, c'est étonnant. Et ouais, toutes ces scènes de nuit sont vraiment dans cette espèce de couleur. Ce qui est étonnant, c'est qu'on sait que c'est du bleu, mais on n'a pas l'impression que c'est du bleu. Mais par contre, toutes les scènes de jour, on est vraiment sur une photo assez, enfin, un visuel assez délavé. Toutes les Ah oui, couleurs oui, sont c'est les couleurs sont désaturées. désaturées. On se rapproche. Ce qui est intéressant, c'est de voir il a fait le remake d'un film en noir et blanc, qui est actuellement visible en version colorisée, hein, Nosferatu. Il existe des copies très correctes du film où on a effectivement des scènes colorées.
on va dire, enfin teintée, pour être exact, voilà, version teintée. Et ce qui est marrant, c'est que la photo d'Eggers, finalement, rend un peu hommage au noir et blanc, à certains aspects de l'esthétique époque cinéma muet. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Euh, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est le contraste entre ce côté désaturé et certaines séquences en intérieur éclairées parfois avec des bougies. On Oui, en a quelques-unes. Bon, je pense qu'Eggers connaissait classique, hein, il a dû passer du côté de Barry Lyndon. Mais même en extérieur avec certaines torches, le ouais, travail autour du feu, c'est la seule, comment dire, couleur chaude du film. oui, c'est la seule source de chaleur du film, C'est le sans feu. jeu de mots. Ouais, Voilà, c'est voilà, ça. c'est. Ouais, qui revient évidemment à plusieurs reprises dans le film. Et c'est vraiment les seuls moments où on a une lumière un peu différente. Parce que c'est pas un film extrêmement lumineux. Bon, d'abord, évidemment, le personnage du Nosferatu n'intervient que dans des séquences nocturnes, c'est logique. Les vampires n'aiment pas le jour, c'est bien connu. Et puis, bon, bah, tout ce qui se passe dans les Carpates est assez sombre. Il y a beaucoup de séquences qui se déroulent. Alors, on est en Allemagne, hein. Tout ce qui est, comment dirais-je, respect de ce qui était dans le film de Murnau, on est en Allemagne, le nom de la ville est le même. Je crois que même l'année de mémoire dans le Murnau, je crois qu'on est en 1838. Le film d'Eggers se passe en 1838. Donc il a vraiment repris, Robert Eggers, puisqu'il a également écrit le scénario de son film, il a écrit l'adaptation, et il a vraiment repris tous les fondamentaux de la version d'origine signée de Murnau. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mm. Et puis tu parlais, Mika, puisqu'on en est à citer un petit peu les artisans qui ont travaillé avec Eggers, parce que c'est quand même un travail aussi collectif. Il a beau être doué, il est entouré de gars extrêmement doués, Ah pardon. oui, Le musicien, enfin le compositeur de la musique du film, c'est un certain Robin Carolan. Et alors Robin Carolan, on lui doit également la musique de The Northman, le film précédent de Robert Eggers. Donc a priori, en plus, il a une famille de des habitués. collaborateurs, voilà, des habitués, qui, je pense, ont compris un petit peu ce que lui cherchait, et puis lui, à l'inverse, sait expliquer ce qu'il veut, et puis fait confiance à ses collaborateurs, et ça donne quand même, il y a une espèce de fusion dans certaines scènes entre la musique, l'ambiance sonore, l'ambiance, même la voix. Il y a un travail sur la voix du Oui, de Nosferatu, Bill Skarsgård, ouais, ouais. Bill Skarsgård qui joue Nosferatu. Il y a un travail sur sa voix qui est assez hallucinant. On l'a vu en VO. Je déconseille d'office, même si nous ne l'avons pas vu, je déconseille d'office la VF sur ce film-là. Je ne sais Oui. pas ce que ça peut donner, mais je ne pense pas que ça puisse avoir la puissance de la version originale. Il y a un travail sur la voix, sur le côté caverneux, le côté résonance de la voix de Skarsgård, c'est absolument Mm. hallucinant. C'est magnifique. Ça, plus la musique, plus la photo, vous avez des séquences vraiment chargées en ambiance gothique, en ambiance horrifique. C'est assez sidérant. Voilà, faut quand même le dire. Puis mine de rien, c'est un film de costume et enfin tout ce qui est costume, décor, tout ça, on y est vraiment. Moi, je pense notamment aux intérieurs de la demeure de Aaron Taylor Johnson qui fait je ne sais plus qui, Oui, le nom de enfin son le personnage, mais nom de qui son fait personnage un ami proche du de personnage principal, de Nicolas Hoult. Ouais. voilà, de Thomas, Thomas Hutter, voilà. voilà, Ouais. exactement. Mais ça foisonne sans qu'on soit écrasé. Tout ce qui est costume, je pense notamment au costume de Lily Rose Depp. À chaque fois, enfin, elle a des costumes qui sont plus beaux les uns que les autres, vraiment, et toujours avec du noir et blanc et bleu, Ouais. si je me rappelle. Les costumes sont assez peu colorés, Ouais. effectivement. Ouais. Mm. Ben, on parlait de Des désaturation saturations, ouais. image, mais ça se fait aussi par rapport aux personnages. Mm. Même ils sont tous blancs, Oui, ils sont pâles. sont Oui. pâles, Ouais, pardon. ouais, ouais. Mais voilà, presque blafards. Ouais, carrément. Voilà. Bah, tant qu'on est sur les personnages, eh ben, on va parler des acteurs. Ouais. Donc une belle tripotée d'acteurs, si je puis me permettre. Donc Lily Rose Depp, on a Nicolas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Bill Skarsgård, on a Willem Dafoe, Évidemment. et surtout, on ne va pas oublier Ralph Ineson, qui fait le docteur Sivers, Silence, ouais. Mm. Sivers, et aussi le rôle de Nock, De qui Knock, est un ouais. petit peu le bras droit du Nosferatu, interprété par Simon McBurney. Et bordel de merde, ça joue. Oui. Parce que, Il joue bien joli, ouais. que ça soit ces personnages secondaires comme principaux, pardon,
je pense notamment à Lily Rose Depp qui nous fait comment dire, Prestation, une hein. prestation, mais à en faire pâlir certains, parce que mine de rien, elle joue quand même une palette assez variée. Elle peut passer d'un sourire à la démence, à la possession, vraiment très facilement, et elle est totalement crédible. Notamment, je pense à ces scènes de possession où on a l'impression que tellement qu'elle déforme son visage, c'est fait avec des effets spéciaux. Eh ben non. J'ai écouté une interview récemment justement parce que je ne regarde pas les bandes annonces. Voilà, je préfère regarder les interviews des acteurs qui en parlent beaucoup mieux que ceux qui font des bandes annonces, bien sûr, où elle disait que il n'y avait aucun effet spécial sur son faciès quand elle est en possession. Elle fait flipper. Ouais. Mais vraiment, et même dans ses mouvements un peu erratiques et tout. Et puis difficile de pas penser au film de L'exorciste. Friedkin, Oui, ouais, l'exorciste, oui, oui, L'Exorciste. oui, ah bah, carrément, carrément. Voilà, parce que où Willem Dafoe fait quasiment un exorcisme sur Lily Rose Depp. Mm. Et bordel de merde, cette scène, elle envoie un petit peu, parce que tu me l'as fait remarquer tout à l'heure, David, c'est quand même un plan séquence. Oui. Toute Bah, cette ce qui scène, rend d'autant plus hallucinant la prestation de Lee Rose Depp, parce qu'il y a ouais. un plan séquence, on rappelle, hein, c'est ce principe de faire tourner la caméra sans couper, c'est-à-dire que le plan dure tant qu'il n'y a pas de coupure, et on en a plusieurs dans le film, et quand c'est sur Lily Rose Depp qui devient folle, qui est possédée, qui se cabre sur son lit, dans Ouais. tous les sens, ça donne des choses assez hallucinantes visuellement. Faut quand même avouer et tout en n'oubliant pas, c'est des plans séquences, mais des plans séquences en mouvement. C'est-à-dire que Robert Eggers n'oublie pas de faire, comment dirais-je, tournoyer sa Ouais. caméra autour du lit sur lequel se trouve Lily Rose Depp. C'est quand même, Ah le bah, rendu est quand même il impressionnant. il a une façon de mouvoir sa caméra, je sais pas si ça se dit, mais Ouais, ouais. de mouvoir sa caméra qui est très lisse, c'est pas le mot, mais très Fluide. Ouais, c'est fluide. très fluide. Il a Ouais, une ouais. fluidité et on dirait qu'il sait toujours où placer sa caméra. Bon, c'est pratique pour un réalisateur, tu me diras, mais, Ouais, mais mais là, vraiment, il a un sens du il y a cadrage, une de la composition. maestria. Ouais, Voilà, une ouais, ouais. maestria de la mise en image Mm. que vraiment, c'est une clacasse de réalisation. C'est ce monsieur là en 10 ans, il nous a fait 4 films et à chaque fois il level up un peu son niveau de réalisation. Je parle pas de scénario parce que je sais que Oui, moi, mon acolyte ici préfère son premier The Witch. bon, même si avec celui que je viens de voir, voilà. Mais enfin, je vais y revenir. Sur Ouais. l'écriture chez Eggers, je vais y revenir. Mais d'un point de vue réalisation, le mec level up à chacune de ses réalisations, voilà. Et vraiment, j'ai hâte de voir le prochain. D'ailleurs, apparemment, c'est déjà dans les plans. Il va revisiter un autre monstre connu de chez Universal, le Le Loup-garou. loup-garou. Mm. Voilà, donc ça va être bien. Voilà, et puis quoi dire d'autre que bah, son œuvre, on est quand même sur une œuvre assez jusqu'au boutiste, Ouais. parce que je peux pas dire, mais il y a une scène pour moi. Dans le cinéma actuel, c'est compliqué de la faire. Je sais pas si tu vois laquelle Oui, oui, on oui. a Oh, bah, causé. il y a plusieurs plans C'est qui relèvent autant de l'horreur pure que du truc déviant, de l'objet non identifié et déviant, des visions d'horreur assez hallucinantes, hein. Il y a ouais, quelques plans que je trouve assez sidérants. ouais, Faut quand même avouer. Et oui, effectivement, il va jusqu'au bout. Enfin, il n'hésite pas à montrer ses acteurs, que ce soit le Nosferatu qui finalement est à poil à un moment donné, il ah bah se oui. lève de son cercueil. Bon, bah, il est à poil. Et on Alors, voit comme toute il est sa complètement, monstruosité voilà, prendre de l'ampleur en plus. c'est ça. On parlait de Knock, tu mentionnais Ouais, tout à l'heure cet acteur livre une prestation assez dingue aussi, dans tous les sens du terme. Pareil, la première scène où on le voit délirer, il est à poil, il y a à peine un bouquin où il est en train de faire des incantations, etc. Il y a à peine un bouquin qui lui cache l'entrejambe. Enfin, ouais, visuellement, on sent qu'il n'y a pas des masses de concessions. Voilà, il va un peu jusqu'au bout de son truc. Euh,
moi, j'avais effectivement des réserves sur l'écriture des films d'Eggers. Je trouvais dommage que The Northman, avec les qualités esthétiques qui étaient les siennes, parce que ça, c'est décidément une constante chez lui, The Northman avait un scénario extrêmement convenu. Voilà, c'était un truc que j'avais eu l'impression de voir un million de fois. Vous prenez Gladiator, vous prenez, enfin, tout un tas de films Ouais, à mais connotation historique et avec vengeance. On était un peu dans des poncifs un petit peu vus et revus. Mais Alors, c'est qu'on est quand même sur un mec qui a l'air passionné de tout et n'importe quoi, un peu à oui. la Del Toro, on va dire. Mais lui, il va un peu plus profond pour vous piquer encore plus, j'ai l'impression. On est quand même sur certainement qu'il a voulu faire un hommage à tout ce qu'il a pu lire de Howard avec Conan le Barbare, et c'est sa revisite, moi pour moi, de Conan le Barbare, qui Hmm. est au final, un, enfin, une histoire connue, mais qui a été repris encore et encore. Et c'est normal qu'on ait déjà vu ça. Et pour moi, c'est pas un point noir dans The Northman. Mais bon, c'est pas, Oui, mais ça, alors c'est après, pas le moi, podcast. ça m'a pas fait détester le film, hein. Alors, j'avais The Lighthouse, moi, m'avait un peu laissé de côté, comme beaucoup de monde, je pense. Moi, Mm. j'étais resté sur The Witch en termes d'objets filmiques assez totalement réussi dans ce qu'il voulait montrer. J'avoue qu'avec Nosferatu, il y en a désormais deux, donc son premier et son quatrième film, qui sont des choses assez abouties. Nosferatu, c'est un remake, alors on va pas lui reprocher de ne pas raconter quelque chose de nouveau, puisqu'on l'a expliqué en début d'émission, il avait vocation à refaire cette histoire-là, donc voilà. Même si, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait quand même il raconte pendant une bonne partie du film la même histoire que Murnau, jusqu'à reprendre. Alors dans Murnau, comme c'est un film muet, ce sont des intertitres. Hein, il n'y a pas de dialogue enregistré, il n'y a pas de son, on est bien d'accord. Tu vois. Il va jusqu'à reprendre dans ses dialogues Eggers des textes de certains des intertitres du Murnau. Ça c'est quand même intéressant. Pour avoir revu le Murnau il n'y a pas très longtemps, on peut s'amuser à retrouver vraiment un exemple qui pourrait paraître anecdotique, mais lorsque Lily Rose Depp dit ah mais il lui offre des fleurs, Nicolas Hoult en début de film, voilà, il lui offre des fleurs, content de lui offrir ses fleurs, mais pourquoi tu m'offres ces fleurs, tu les as tuées, etc. On a la même séquence avec le même propos dans le film de Murnau. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà, donc il y a vraiment une volonté d'Eggers de coller au Murnau, puis de s'en éloigner, parce que on va dire dans le dernier tiers du film, hein, bon, j'avais pas le nez sur ma montre évidemment pour la projection, mais le dernier tiers du film s'écarte un petit peu. Il y a des personnages qui n'existaient pas dans la version de Murnau que lui a réintroduit. Willem Dafoe joue un espèce de Van Helsing, hein. Ah bah c'est Van Helsing, oui. On est sur la transposition de Van Helsing, qui est absent du film de Murnau. Le personnage d'Aaron Taylor Johnson, sa femme, ses deux filles, cette petite famille, dans le film de Murnau, on les voit au travers de deux, trois plans. Ce sont des personnages assez anecdotiques. Voilà. Et surtout, Eggers en fait vraiment quelque chose scénaristiquement dans la dernière partie de son film. Chez Murnau, ils étaient oubliés depuis un certain temps à ce stade du film. Donc voilà, Eggers multiplie un petit peu les sources. C'est peut-être aussi ce qui explique un film de 2h10 là où le Murnau faisait 1h35. Mm. Le film intermédiaire hein, dont j'ai déjà parlé, le Herzog, pareil, était en dessous des 2 heures. Voilà, donc Eggers raconte un peu plus de choses. Voilà. Moi, j'ai trouvé que s'il y avait peut-être un reproche à faire au film, que j'ai vraiment aimé, hein, je me le suis pris dans les dents, voilà, c'est que tout l'acte central, à partir du moment où Nicolas Hoult s'en va, commence son voyage dans les Carpates, Oui. jusqu'à ce que le bateau, le fameux Déméter, hein, il y a eu un film de fait qu'on vous déconseille. Si on vous déconseille, voilà, C'est chiant à mourir. voilà. Eggers en a fait 3-4 Ah scènes. ben, en quelques plans, Eggers enterre le film qui est sorti il y a 2 ans, le Exactement. dernier voyage du Déméter. Voilà. Juste, alors, du départ de Nicolas Hoult pour partir dans les Carpates jusqu'à ce que s'échoue le bateau Le Déméter, ouais. en lâchant Les les rats. rats dans la ville, dans le film de Eggers, toute cette partie-là, donc tout le bloc central qui représente quand même la plus grosse partie du film, ça n'arrête pas. Il y a une espèce d'ambiance continue, à la fois gothique, à la fois horrifique, pesante, flippante. Il y a des moments de pure folie avec des personnages qui crient. Le personnage de Orlok, donc le personnage de Ouais. Nosferatu, qui est absolument terrifiant. La moindre de ses apparitions, hein, moi, la première scène, quand Mm. Nicolas Hoult arrive dans le château, la première séquence où il échange avec le comte,
c'est sidérant, c'est d'une beauté plastique dingue. Et puis alors, cette ambiance sonore, encore une fois, voyez-le en VO, par pitié, Oui. c'est un bonheur. Enfin voilà, donc du coup, la dernière partie du film, je la trouve un petit peu plus faible. Voilà, c'est la résolution du récit quand on est de nouveau dans la ville, que le sort des personnages se retrouve scellé pour les uns comme pour les autres. Voilà, là je trouve que c'est un petit peu plus faible. Ça reste évidemment de très bonne facture, mais on n'est plus dans l'espèce de délire dantesque de toute la partie centrale. Voilà. Je vais le placer là parce que j'ai peur de l'oublier après. À signaler, ça je ne savais pas, et en lisant le générique de fin en fin de projection, Chris Columbus est à la production du film, tout comme Robert Eggers, hein, qui se produit, enfin qui se produit au moins en partie lui-même. Chris Columbus, voilà, donc à qui l'on doit pas mal de choses sympathiques dans les années 80-90 et qui a signé quand même les 2 premiers Harry Potter au cinéma. Voilà, donc signaler Qui sont pas les pires, hein. qui sont pas les pires loin de là. Donc voilà, signaler qu'il est à la prod. Voilà, ça, je voulais le placer parce que j'avais peur de l'oublier. Mais du coup, ça fait quand même plaisir de voir qu'on a quand même des gens qui sont impliqués et bien installés à Hollywood, qui ont quand même les yeux sur un mec comme Robert Eggers qui a une vraie proposition, qui paraît totalement comme un ovni dans le paysage hollywoodien à l'heure actuelle. C'est même, enfin, je l'ai dit en début, mais c'est étonnant que ce mec-là, on lui mette pas des bâtons dans les roues pour biaiser ses œuvres et sa vision. Comme je vous l'ai dit, on a quand même deux scènes. C'est pas possible. Enfin, moi, je me serais pas mis dans la tête que en 2024, on puisse montrer ce genre de choses. On parle quand même bon, Ouais, bon, allez, ouais, vas-y, ça te démange. de meurtre d'enfants. On parle aussi de nécrophilie à un moment. Ouais. Donc, enfin, vraiment, ce mec va au bout de ses idées et il a l'air d'avoir aucune personne qui lui met des bâtons dans les roues. Et tant mieux, faut que ça continue. Je pense que une de ses plus grandes enfin, ce qui pourrait baiser sa carrière, ça serait qu'un Bah, studio qu'il fasse, alors, soit qu'il s'associe à un studio et voilà exactement, et qu'il qui le se pourrisse un lisse, peu, qui se voilà, lisse. soit qu'il ait un échec retentissant avec un de ses films. Ouais. Et là, qu'est-ce qui pourrait se passer après? On a l'exemple de Damien Chazelle avec Babylone, échec absolument injuste et injustifié. Et voilà, Eggers, pour l'instant, ses films, enfin, en tout cas, Marche. on s'est pas penché sur les précédents, mais a priori, ça va. Nosferatu, tu l'as signalé, Mika, avec les chiffres que tu avais tout à l'heure, fonctionne. Donc, youpi pour son cinquième. Mais Mais si le cinquième se ramassait, c'est bon, étonnant. Même ça, c'est un oui, ovni en oui, fait. c'est assez Il sort le extraordinaire. 25 décembre et ça fait 150 millions. Oui, et puis signalons quand même que le film est loin d'être facile, est loin Ah d'être non. simple, est loin d'être tout public. C'est ça qui est sidérant. C'est qu'il y a quand même une vraie proposition de quelque chose d'assez terrifiant, qui va assez loin dans certaines séquences horrifiques, voilà. Et je trouve que son succès est un peu surprenant. En positif, hein, bien sûr. Je trouve ça extrêmement positif que ce film-là marche. Mais c'est étonnant. Il y a quand Ouais. même des choses parfois qui se passent qu'on ne contrôle pas et qui sont pas forcément explicables. Et je trouve que le succès de Nosferatu en fait partie. Voilà, c'est un peu étonnant. Bah voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Je trouve que ce film est fantastique. Si bah, vous avez l'occasion de le voir au cinéma et bah, il En doit VO, surtout. en VO et surtout bah, foncez parce que c'est une vraie proposition et vous allez vous le prendre mais comme jaja dans la gueule euh, au cinoche. Parce que bah, on perdra forcément un petit peu avec la télé, bon, Oui, sauf si vous forcément. Le avez une côté spectaculaire. installation à la Tony Stark, bien sûr. Mais donc voilà, foncez au cinéma parce que vraiment c'est quelque chose enfin et c'est un cinéma qu'il faut défendre absolument. Voilà. Et puis Robert Eggers, je le disais déjà avant Nosferatu, je le dis encore un peu plus maintenant, parce que effectivement j'ai vraiment aimé celui-ci, hein, j'avais des réserves avec certains de ses précédents, mais moi je trouve que dans le panorama du cinéma, alors on peut même dire mondial, on aurait pu dire américain, mais élargissons à mondial, dans le panorama du cinéma mondial aujourd'hui, il est en train de bâtir une œuvre, qu'on n'aime pas, on lui trouve des défauts, on lui trouve des qualités, voilà, mais il est en train de bâtir une œuvre, quelque chose d'assez personnel, et puis alors qui défend vraiment quelque chose visuellement. Il a un sens de l'esthétique, moi qui me parle.
Alors, je dois pas être le seul, hein, parce que quand on va chercher un petit peu, quand on va gratter sur Robert Eggers sur Internet, on a quand même tendance à trouver cet élément qui revient souvent, film esthétique, images torchées, léchées, superbe photo, ça revient souvent. C'est vraiment pas usurpé, c'est un sacré, sacré esthète. Voilà. Donc ça, c'est déjà un gros point positif pour lui et sa carrière. Mais il y a quand même d'autres choses vraiment intéressantes. Je pense que ce gars-là, faut le suivre. Je le disais déjà avant, je le redis là aujourd'hui. Je le redis là dans le cadre de cette petite émission spéciale de La Horde Sauvage. Je parle pas forcément au nom de nos camarades Quentin et Bertrand qui sont absents aujourd'hui, mais que nous Exactement. saluons. Je veux pas parler en leur nom, bien évidemment, mais en mon nom et probablement avec le tien aussi, Mika, je pense qu'on peut dire que défendez Eggers, allez voir ses films, discutez-en, faites la promo de ses films. Faut défendre un gars comme ça. Exactement. Et bien sur ces belles paroles, on va vous laisser. Ouais. N'oubliez pas qu'on est sur toutes les plateformes de podcast, donc que ça soit iTunes, Spotify, Deezer et bien d'autres. Et aussi, on est aussi énormément présent sur YouTube, Oui. avec d'autres émissions qui sont un peu plus longues, je vous l'accorde, qui sont nos gros podcasts, La Horde Sauvage, où on revient sur un thème par mois avec 2 émissions tous les 15 jours. Une émission tous les 15 jours. Une émission tous les 15 jours, pardon, excusez-moi. Oubliez pas de liker si vous avez aimé ce petit format-là Ouais. de chronique, de partager si ça vous a plu pour faire connaître un peu, et puis de vous abonner pour avoir les notifications des prochains épisodes. Donc voilà, sur ce, moi je vous fais des bisous et je laisse le mot de la fin à David. Eh ben oui, pareil. Moi, je suis content qu'on ait tenté ce petit format un petit peu particulier à l'initiative de Mika et bien content de l'avoir suivi sur ce coup-là et surtout pour l'avoir inauguré avec un film comme Nosferatu, ça valait le coup. On en refera sûrement d'autres. Dites-nous si ça vous a plu, ça serait sympa et nous, ça nous encourage aussi d'une certaine façon. On vous salue, on vous fait des bisous et puis de toute façon, à très vite. À très vite!